Donc maintenant, ben, on va accueillir cette fois-ci un industriel. Donc la dernière, on avait à la même époque la SNAM, et cette fois-ci, eh bien, on accueille Christian Thomas. Alors, comme la communauté des hydrométallurgistes, ce sont des gens très ouverts, eh bien, on n'a pas peur d'accueillir, on va dire, un pur pyrométallurgiste. Alors, Christian Thomas, donc, il est diplômé de l'École polytechnique et de l'École des mines de Paris. Et on pourrait le qualifier de globe-trotter de la pyrométallurgie, parce que si j'en crois son CV, donc de 1976 à 1987, Christian a occupé des postes dans l'industrie minière des non-ferreux, alors avec des responsabilités diverses, hein, en exploration, en ingénierie, en production, et dans des pays, ben, la France, mais le Maroc, le Brésil, le Portugal, la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, de 1987 à 2003, ben, toujours dans la métallurgie extractive, des métaux non ferreux, mais on va dire plutôt les métaux précieux et les métaux qu'on qualifie de métaux spéciaux. Euh, donc là encore, hein, de la R&D, de la prod, de l'ingénierie, de la direction générale, des finances, donc plein de métiers divers et variés. À nouveau, ben, en faisant le tour du monde, hein, France, Allemagne, Italie, Espagne, Brésil, Mexique et j'en passe. Et ben, en 2003, certains d'entre vous le connaissent, donc Christian Thomas a créé la start-up TND, donc Terra Nova Développement, spécialisée dans l'extraction des métaux critiques contenus dans les déchets, donc ben, initialement les cartes électroniques. Il est fondateur donc, de Terra Nova et il est également directeur scientifique de cette start-up. Et donc là, bien, en fait, c'est un converti, puisque de la pyrométallurgie pure de ses débuts, eh bien, il s'est converti à l'hydrométallurgie. Et notamment, il va nous montrer dans son exposé, il va nous parler du projet Sanukura, donc une usine qui va voir le jour dans le Grand Est, dans les Ardennes. Et là, il va nous parler donc, du traitement des D3E et des batteries en combinant l'hydrométallurgie et la pyrométallurgie. Christian, c'est à toi. Alors, merci bien. Je vais partager l'écran, si j'y arrive. Ah, alors ça doit être ça. Crac. Et on fait partager. Voilà. Donc, on se met comme ceci. Là, vous voyez tout, c'est bon. OK. Alors, Sanukura, c'est un des 5 projets qui a été retenu par le gouvernement dans le cadre de France 2030. Vous avez tous entendu parler de la mine de lithium qui va ouvrir dans le Massif central, la société Imerys. Et donc, Sanukura fait partie des 5 projets, en même temps que cette grande mine de lithium qui est en projet. Nous travaillons sur le recyclage des déchets électroniques depuis effectivement un certain nombre d'années, et c'est ce que je vais maintenant commencer à expliquer. Alors, commençons déjà par le marché des déchets électroniques pour comprendre de quoi on parle. Les déchets d'équipements électroniques et électriques, les D3E, représentent aujourd'hui dans le monde 55 millions de tonnes par an. Sur les 55 millions de tonnes par an, il y en a 40 qui sont enterrés ou qui sont envoyés dans les secteurs informels, au Ghana, Nigeria, en Inde. Donc, vous avez là des photos de ce genre de traitement qui sont à la fois nocifs pour l'environnement, qui récupèrent très peu de métaux, et qui sont évidemment nocifs pour les gens qui travaillent dedans. On a fait des incursions pour voir ce qui se pratiquait. On connaît un peu le système, c'est compliqué. Le 15 millions de tonnes sont malgré tout collectées et démantelées dans les pays européens, notamment au Japon, en Corée, beaucoup moins aux États-Unis, qui envoient leurs déchets ailleurs. Ils sont pas signataires de l'accord de Bâle, je le rappelle. Donc, il y a un rôle des politiques publiques qui permet effectivement de recycler, de capturer, collecter et recycler ces D3E. La première étape est confiée en général aux éco-organismes, écosystèmes en France par exemple, qui vont organiser la collecte et le démantèlement. Le démantèlement, c'est la première opération, on va dire, mécanique. Ces éco-organismes
perçoivent l'écotaxe que nous payons tous lorsqu'on achète un sèche-cheveux ou un ordinateur. Vous avez le prix de l'écotaxe, vous avez le coût de l'écotaxe qui est indiqué. On va sortir de ce démantèlement des ferrailles et des non-ferreux, du cuivre, de l'aluminium, qui vont sortir de broyage ou de démantèlement manuel. On va sortir des plastiques qui sont globalement très mal recyclés. On sort également des batteries lithium, environ 45 000 tonnes par an dans le monde, et des cartes électroniques qui représentent 540 000 tonnes par an. Les cartes électroniques sont traitées dans 9 fonderies de cuivre, essentiellement, qui sont des grands fondeurs de cuivre. Donc, c'est des usines qui traitent 1 million de tonnes de concentré de cuivre, 2 millions, etc. C'est des grosses usines. Et qui vont permettre de récupérer le cuivre, l'or, l'argent, le palladium, et finalement pas grand-chose d'autre. Les batteries lithium, c'est des dizaines d'usines. C'est une industrie qui est en train de se mettre en place, mais pas encore mûre. Et il faudra un petit peu de temps pour que ça devienne une industrie structurelle. Les métaux critiques dont on parle, c'est-à-dire lithium, cobalt, nickel, enfin, toute la liste parmi les 30 métaux critiques définis par l'Union européenne, se trouve dans les batteries lithium et dans les cartes électroniques. Et donc, c'est sur ces 2 familles de matières, de matériaux, que nous allons travailler. Alors, je voudrais vous présenter mon chat, je le présente souvent. Il aime bien regarder à la télévision Tom et Jerry. Quand je regarde tout ça, je me dis que les équipements électroniques consomment 60% du tantal et de l'indium produit dans le monde, 35% de l'étain et du cobalt, 20% du lithium, etc. Et donc, c'est une consommation importante d'un certain nombre de métaux. Or, à ce jour, le tantal, l'indium, l'étain, le lithium, l'antimoine, etc., sont très peu récupérés ou ne sont pas du tout récupérés dans le déchet électronique. Et donc, on a un enjeu important, c'est comment récupérer ces métaux. Lorsque je regarde mon chat maintenant d'un point de vue chimique, il est composé d'une vingtaine d'éléments chimiques. Et c'est essentiellement de l'oxygène. Certains me disent que c'est un vieux chat, il est un peu rouillé, mais c'est quand même essentiellement de l'oxygène, comme nous d'ailleurs. Si on regarde les minerais de cuivre qui vont rentrer dans les fonderies de cuivre dont on parlait tout à l'heure, ils sont également composés d'une vingtaine d'éléments chimiques, dont 90% fer, cuivre et soufre. C'est un peu comme si la nature, que ce soit par des processus géologiques ou par des processus biologiques, n'arrivait pas à assembler plus d'une vingtaine d'éléments chimiques ensemble. Or, dans l'électronique, on arrive, nous, êtres humains, à assembler 70 éléments chimiques. En 3 familles, il y a 30% d'organique. L'organique, c'est tous les plastiques, les résines, les vernis et autres produits, des pigments. 30% de verre et de céramique. Dans une carte électronique, vous avez des fibres de verre, par exemple, et 40% de métaux extrêmement variés. Alors, notre force, d'une façon générale, c'est qu'on a une R&D qui est coopérative. Alors, pour expliquer un peu ça, il y a la nécessité de développer, pour un procédé comme le nôtre, des briques technologiques qui sont variées, et ça demande un besoin en matière grise très élevé. Alors, vous voyez ici, on a travaillé avec le LITEN, avec l'ICSM, Polytech, Lille, l'Université Savoie-Mont-Blanc, Paris Tech, Paris Tech, l'Institut Jean Lamour. Au total, ça veut dire que dans certaines années, quand on a travaillé avec des Indiens, etc., on peut avoir jusqu'à 25 PhD qui travaillent sur ces sujets. Donc, c'est quand même une masse de matière grise significative. Les travaux collaboratifs avec ces instituts amènent généralement jusqu'au TRL 5. Ensuite, pour aller au TRL 9, qui est l'usine qui fonctionne, c'est des travaux qui sont en général menés par TMD parce que ça demande déjà une connaissance industrielle un petit peu plus importante. Pour nous, c'était également l'opportunité d'embaucher et de former des jeunes. Donc, c'est quelque chose de très positif. Voilà, en 15 ans, nous avons fait 30 projets au stade laboratoire. Le stade laboratoire, ça dure entre 18 mois et 4 ans, grosso modo. Ensuite, on fait le stade démonstrateur. Nous avons conduit 8 projets au stade pilote. Et ça peut durer de 3 jours à 6 mois. 3 jours, dans le cas de la pyrolyse, par exemple, on avait fait nos essais, on fait nos calculs. On est allé faire un essai et en 3 jours, ça a été réglé.
a pu dimensionner ensuite le four de pyrolyse. 6 mois, c'est quand c'est un petit peu plus compliqué. Là, vous avez par exemple une photo d'un pilote d'indium. Donc, c'est de l'hydrométallurgie de l'indium. Et puis, ensuite, on construit. Donc, on a construit au cours de ces dernières années, on a construit aidé à construire une usine de recyclage de batteries au Pays de Galles. On a construit l'usine de pyrolyse de cartes qui a été reprise par des Américains. Donc ça, c'était à Iceberg. Vous voyez la photo qui est au-dessus. On a fait l'atelier de récupération de l'indium à Hobby. Actuellement, on a 2 projets en cours d'industrialisation. Donc Sanoukura. Alors Sanoukura, pour la petite histoire, c'est du Bambara, c'est une langue qui se parle au Mali, et ça veut dire la renaissance de l'or nouveau. Et là, on va traiter les cartes électroniques et les batteries de D3E. Et puis, on a un petit projet beaucoup plus modeste avec le groupe pharmaceutique Abbott pour traiter les capteurs médicaux. Alors, les travaux de R&D que nous conduisons actuellement, on travaille sur des data centers. Et là, on a le groupe OVH qui est très intéressé par nos travaux. ONECB, c'est la captation du CO2. Alors, le but à terme, enfin, on ne peut pas construire aujourd'hui une usine sans imaginer la neutralité carbone à terme et sans imaginer être énergie neutre. Donc, on a une exigence d'empreinte environnementale la plus faible possible qui est indispensable quand on conçoit un projet. Et ça va pouvoir se faire si on a la bonne architecture du projet. J'insiste vraiment sur cet élément. Un procédé, c'est une série de briques technologiques qu'il faut assembler dans le bon sens et les choisir correctement. Et c'est pour ça que dans ce que nous faisons, on va faire des mariages entre pyrométallurgie et hydrométallurgie et aussi des traitements physiques pour réussir à obtenir quelque chose d'important, quelque chose de performant. Extra, c'est l'extraction du tantal. Donc là, on a des travaux qui sont en cours. La récupération du tantal dans les cartes électroniques, et puis potentiellement le traitement de certains minerais de tantal malgré leur radioactivité. Alors, CEFIPRA, c'était un programme sur les terres rares qui s'est fait, un programme franco-indien, qui ne donne pas des résultats transcendants. Tonsomogo, c'est le traitement des batteries lithium-ion. Donc là, c'est une aide de la région. On a ensuite Fort Precious, qui se fait avec l'Institut Jean Lamour, entre autres, et le CEVAL Grenoble. C'est le traitement des boues anodiques, et donc c'est la séparation des différents composants des boues anodiques en utilisant de l'électrodéposition en liquide ionique. Et puis le tout dernier qui est en train de naître, Fahan-Tilé, qui est un projet plastique to hydrogène, sur lequel on commence à travailler avec Chimie Paritech et avec le laboratoire Ricard d'Orléans. Ce projet est intéressant parce qu'il pourrait éventuellement nous permettre à terme de ne plus utiliser de méthane, de gaz naturel. Alors, les cartes électroniques sont des matières riches en comparaison des mines. Les cartes électroniques contiennent entre 10 et 500 ppm d'or, alors que dans les mines à ciel ouvert, on est à moins de 1 ppm. Elles donnent des déchets qui sont complexes et très difficiles à traiter parce qu'il y a des céramiques, du verre, de l'aluminium, des halogènes, des organiques, des métaux toxiques. C'est très difficile à échantillonner et à analyser, à certaine complexité. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça consomme des métaux stratégiques qui ne sont pas aujourd'hui bien recyclés. C'est des déchets qui peuvent donc être une source importante en termes de métaux stratégiques pour les économies des pays développés. Il faut voir qu'aujourd'hui, on achète des équipements électroniques qui sont produits en Asie du Sud-Est, qui contiennent ces métaux, dont nous avons besoin, nous, pour d'autres applications éventuellement. Le tantal, on ne va pas forcément faire beaucoup de condensateurs au tantal, encore qu'en France, Excelia Tantalum en fait, mais on va en avoir besoin pour faire des aciers de très haute qualité pour les turbines d'avion, par exemple, du médical, etc.
Donc, je répète, le tantal, l'indium, l'étain, le lithium, le cobalt, l'antimoine ne sont pas bien récupérés aujourd'hui, ou peu récupérés. Alors, on va parler un peu de la métallurgie du cuivre, c'est-à-dire ce qu'on pratique aujourd'hui. Quand on prend un concentré de cuivre, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il était composé de cuivre, de soufre et de fer. Et puis en général, il y a de la pyrite avec, donc fer et soufre. La première étape, c'est une fusion oxydante. On rajoute de la silice, on met de l'oxygène, ça dégage de la chaleur, et on va obtenir 3 phases. Du SO2, qui va être traité dans une usine d'acide sulfurique, une matte, fer, cuivre, soufre, enfin, avec déjà moins de soufre et moins de fer, et une scorie, qui va être une scorie fer chaud silice, donc oxyde de fer, chaud et silice. On va ensuite passer au convertissage, donc on rajoute à nouveau de la silice et de l'oxygène. On n'arrive pas à faire ces 2 étapes, fusion oxydante et convertissage en même temps. Il faut 2 étapes. On va refaire du SO2 qui repart sur l'usine d'acide. On va faire à nouveau une scorie fer chaud silice, qui doit en général être retraitée mécaniquement pour récupérer du cuivre qui se perd dedans. Et on va faire ce qu'on appelle un cuivre blister qui va ensuite passer dans une électrolyse. Et on va une électrolyse en milieu sulfurique qui va donner du cuivre d'un côté et des pressions. Le problème quand on met des cartes électroniques dans ce genre d'usine, c'est d'abord qu'on va dégager beaucoup de chaleur au niveau du premier four. Et ça limite grosso modo à moins de 10% la quantité de cartes que l'on peut traiter par rapport à l'entrant d'usine. La deuxième chose, c'est qu'on va envoyer un excès de gaz, puisqu'on va brûler ces organiques qu'on a dans les cartes électroniques. Ça va faire un excès de gaz qui va poser des problèmes au niveau de la capacité de traitement de l'usine d'acide. Et puis, on a envoyé des halogènes qui sont du chlore et du bromure, qu'il va falloir abattre. On va pouvoir faire de l'acide sulfurique avec des halogènes dedans. La troisième question, c'est au niveau de la scorie. On a malheureusement dans les cartes électroniques de l'aluminium, et cet aluminium rend la scorie fer chaud silice visqueuse, ce qui rend la séparation entre la scorie qui va être très fluide et le métal cuivre difficile, la matte. Et on va avoir à ce moment-là des pertes de métaux dans la scorie qui vont être importantes. Et puis troisièmement, dans le raffinage à la fin, eh bien, il y a des métaux qui sont perdus parce qu'on a tellement dilué ces métaux, on n'a que 10% d'entrants, que bon, l'étain, ça passe très facilement, les tantales non plus. Le nickel est en grande partie perdu, le cobalt très peu aussi. Voilà. Donc, on a des difficultés. La solution Sanukura, bon, elle paraît très simple, comme je vais l'expliquer. Rappelons qu'il y a beaucoup d'éléments chimiques répartis en 3 familles de matériaux, des organiques, des verres et des céramiques, et des métaux. Donc, l'idée, c'est d'abord de commencer par la destruction des organiques. Et pour ça, on travaille sur une pyrolyse à 500 degrés. Donc, absence d'oxygène, très peu d'oxygène, parce qu'on peut améliorer le rendement du four en brûlant un petit peu de gaz dedans, de gaz de pyrolyse. Derrière, on brûle ces gaz, on les traite, on produit de la chaleur, et on verra tout à l'heure un peu plus en détail que c'est un atelier important chez nous. La deuxième étape, donc voilà un atelier de pyrolyse. La deuxième étape, c'est la fusion, donc à 1200 degrés cette fois-ci. Et on va faire une scorie qui va me permettre de nous débarrasser des verres et des céramiques. Cette scorie, elle est très différente de celle des fonderies de cuivre classiques. C'est une fonderie silice, fer, aluminosilicate de sodium. Et elle est fluide à 1050, entre 1050 et 1100 degrés, elle est complètement fluide. Après, donc voilà ce que peut être un four tel qu'on va les utiliser. Ensuite, on fait une électrolyse, et là, on va pouvoir récupérer le cuivre, l'étain, les précieux, cobalt, nickel, lithium, etc. Et puis, on a l'atelier. Alors donc, l'idée est simple, on enlève d'abord les organiques, puis les verres et les céramiques, ensuite on sépare les métaux. Voilà une électrolyse, une image d'une électrolyse de cuivre. Et puis, on a un atelier spécial pour extraire le tantal, qui est un procédé à nouveau très, très particulier. Alors, on va faire un focus sur la pyrolyse. Donc,
voilà, la pyrolyse, il faut chauffer la matière, il faut faire tourner le ventilateur, donc ça consomme un petit peu de gaz et un peu d'électricité, et on va obtenir une matière pyrolysée. De cette pyrolyse, on va avoir, donc la matière pyrolysée est débarrassée de ces organiques. Il reste un peu de black carbone, parce qu'il y a des produits, par exemple, l'époxy ne se décompose pas complètement, elle laisse une part de carbone, mais qui est du carbone pur. Ensuite, on fait une post-combustion à 1100 degrés. Et là, en fait, pour refroidir, parce que si on n'injectait pas d'eau, on serait beaucoup trop chaud, on injecte de l'eau qui, en s'évaporant, permet de contrôler la température. Ensuite, on rajoute à nouveau de l'eau, de l'urée, et on va enlever les NOx. On passe ensuite à travers une chaudière à 24 bars, 250 degrés. Il faut évidemment un petit peu d'électricité pour faire fonctionner ça. Et on va passer dans une turbine et produire sur l'année 18 gigawattheures d'électricité et 10 tonnes de vapeur. On passe ensuite donc on descend à 200 degrés, on est passé de 1000 à 200 degrés, et c'est cette énergie de refroidissement qui permet de faire fonctionner cette turbine. On passe dans un filtre à manche, on injecte du bicarbonate de soude pour capter les acides, donc HCl, HBr. On passe également sur un filtre à charbon actif pour capter une fraction de brome qui est sous forme Br2 et puis les dioxines de reformation. Quand on refroidit les gaz, on peut reformer des dioxines et il faut les capter ensuite. Alors, c'est des quantités infinitésimales. On est en général en dessous des seuils, mais enfin bon, quand ça peut dépasser les seuils, ça on ne veut pas. Donc, on met un filtre à charbon actif également. Après, on a la possibilité de capturer le CO2. On a nettoyé les gaz, qui sont à 200 degrés. Si on injecte de la soude, on va faire du Na2CO3. Et puis, si on refroidit ces gaz autour de 50 degrés, on peut capturer, avec le Na2CO3, faire du NaHCO3, qui va être d'une grande pureté. La récupération de chaleur, on va produire 10 gigawattheures de chaleur par an, sous forme d'eau à 95 degrés. Les gaz sont propres, 30 000 normomètres cubes par an, et ils sortent à 40 degrés. Voilà ce qu'est un atelier de pyrolyse. Alors évidemment, dans tout ça, c'est plein de petites briques technologiques. Qu'est-ce qu'il faut faire sur la pyrolyse? Est-ce qu'on rajoute, par exemple, un carbonate de sodium dans la pyrolyse pour capter déjà l'acide chlorhydrique? Est-ce que tout demande des essais, des mises au point, des fonctionnements. Enfin, quand je parle de briques technologiques, c'est ce genre de choses. On va parler un peu de la fusion. Alors, le traitement des cartes électroniques, les éléments sous forme métallique, donc les cuivres, les précieux, l'étain, le nickel. Le nickel il est sous forme d'alliage dans les composants, l'acier inox, sont simplement fondus. Et le cuivre agit comme collecteur, comme solvant à 1200 degrés de ces différents éléments. Les éléments facilement oxydables, aluminium, fer, sont oxydés et vont aller dans la scorie. Ensuite, si on fait le traitement de la black mass, alors une fois la scorie enlevée, l'introduction de la black mass dans le cuivre fondu entraîne la réduction des oxydes de cobalt et de nickel par le carbone du graphique en cobalt et nickel qui se dissolvent dans le cuivre. Donc ça, c'est le diagramme d'Ellingham. Et si vous regardez bien, alors je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche. Donc vous avez ici le nickel qui est là et le cobalt qui est juste en dessous. Donc vous voyez qu'on est bien au-dessus de la transformation du monoxyde de carbone en CO2. Et donc c'est une réaction qui s'effectue à 1200 degrés et qui va aller dans le sens de la réduction. Ça, le traitement le diagramme de Ellingham, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent en pyrométallurgie. Ensuite, on fait un convertissage. Donc là, il faut injecter de l'oxygène pour oxyder donc, dans cette nouvelle masse de cuivre l'étain, le lithium, le manganèse, qui vont former un laitier riche en lithium, riche en étain, riche en manganèse, etc., qu'on pourra traiter en hydrométallurgie de façon avantageuse.
Alors, on va parler maintenant un petit peu de la mise au point de la scorie, parce que pour que ça fonctionne, encore faut-il que la scorie soit liquide. Alors, vous voyez là ce que représente un calcul de scorie. Vous avez la composition, elle est mesurée dans ce qui rentre. Vous devez rajouter des fondants, en l'occurrence c'est du sodium sous forme d'un carbonate de sodium, par exemple, et on va calculer en fait les non-binding oxygènes. Donc il faut obtenir quelque chose qui fait un ratio entre 1 et 3. À ce moment-là, on sait qu'on n'a plus un verre, on sait qu'on n'a plus, et donc on va être fluide. On n'est pas capable, dans les calculs de scorie, de mesurer directement les températures. Mais on est quand même ici majoritairement avec NaAl, donc c'est l'aluminosilicate de sodium, de la silice et du fer. Et si vous regardez ici le diagramme ternaire, eh bien on se retrouve, alors je ne sais pas si on peut le voir là, voilà, on se retrouve sur un point qui est en température inférieure à 1050 degrés. Donc c'est une scorie qui fonctionne. Ça c'est très bien, c'est la partie théorique. Et après, il faut faire les essais. Et effectivement, ça marche. On obtient bien la scorie qu'on souhaite et elle est bien fluide, en l'occurrence là à 1000 degrés. Donc voilà les tests qu'il faut faire pour mettre au point une scorie. Ça fait partie du savoir-faire pour pouvoir fondre. Je passe sur le fait qu'il faut aussi choisir le bon type de four. Vous avez vu que dans ce même four, on va faire de la fusion. On va faire ensuite, on va sortir la scorie, on va introduire de la black mass, puis on fera un convertissage. Donc, on va travailler, l'idéal est de travailler en batch, alors que la plupart des pyrométallurgistes aiment bien travailler dans des fours en continu. Mais là, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut plusieurs unités pour pouvoir faire tout ça. Nous, on le fait sur des fours tournants en batch. Alors, l'électrolyse. Bon, on fait des anodes de cuivre, on coule des anodes de cuivre. Et on fait une électrolyse dans un bain d'acide sulfurique. Donc, on est à 50 grammes-litres de cuivre, 200 grammes-litres d'acide. Et on va, à l'anode, on va oxyder le cuivre, on va oxyder aussi le nickel et le cobalt. Et on va avoir les précieux qui vont tomber au fur et à mesure que l'anode se consomme et qui vont faire des bouts anodiques. On dépose à la cathode le cuivre, et puis on a du nickel et du cobalt qui s'accumulent dans l'électrolyte. Donc il faut enlever une partie de ce nickel et de ce cobalt et faire ce qu'on appelle une purge. Cette purge, pour la traiter, on va faire un électrowinning, c'est-à-dire qu'on va électrodéposer d'abord le cuivre qui est dans la purge, jusqu'à descendre à 5 grammes litre. Donc à nouveau faire des cathodes. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une cristallisation. En réalité, on évapore l'eau, l'acide sulfurique se concentre et le nickel, le cobalt et le résidu de cuivre, le sulfate, vont cristalliser. Et donc, on va pouvoir les sortir de là et on renvoie l'acide sulfurique dans l'électrolyse. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape suivante, donc le traitement de la purge. Donc, le traitement de la purge, on a électrodéposé le cuivre autant qu'on pouvait. On fait ensuite une extraction de ce cuivre avec de la corga. Voilà. Avec de la corga. On fait ensuite une extraction avec du cyanex, du cobalt, puis du nickel. Et on termine avec un produit qui va nous faire on ajuste le pH au fur et à mesure et on finit en ayant du Na2SO4 qui peut être vendu dans l'industrie des détergents. Bon, voilà à peu près après chaque. Alors ça marche très bien, on a fait toutes ces étapes-là, on les a mises au point et on obtient des produits qui sont de très grande qualité. Alors, le bilan du procédé, ça permet de traiter les cartes électroniques, des appareils nomades et des batteries en fin de vie. Ça permet la récupération des sels de cobalt et de nickel de haute pureté qui sont battery grade. La consommation en réactifs, ce sont des réactifs peu chers. Les solvants sont utilisés en boucle fermée, donc on en perd forcément un peu. L'acide peut provenir du recyclage des batteries au plomb.
on va utiliser de la soude caustique en quantité relativement importante. Le procédé ne génère pas d'effluent aqueux pour une raison simple, c'est qu'on a une telle capacité d'évaporation avec la pyrolyse qu'en fait, on utilise cette chaleur pour traiter nos effluents. Alors, on a un double enjeu qu'il faut bien comprendre, qui est stratégique d'un côté et environnemental. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vision industrielle que nous avons. Stratégique, on veut produire à partir des déchets des métaux stratégiques de transition environnementale et numérique. Et là, la France en manque, l'Europe d'une façon générale en manque. Ça va être le cobalt, le nickel, le lithium, l'étain, le tantale, le palladium, qui sont des métaux dont on a besoin et qu'on ne trouve pas forcément chez nous. Le tantale et le cobalt, notamment, viennent essentiellement de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas très confortable sur le plan d'approvisionnement. Le palladium, c'est essentiellement la Russie. Le nickel, on a du nickel en Nouvelle-Calédonie, ça c'est une bonne chose, mais on a besoin de grandes quantités. L'étain est également critique. Le lithium, on va avoir maintenant une mine de lithium et une production de lithium. Ça reste critique, mais on a les solutions. Et ça va permettre de faire du stockage d'énergie. Il y a besoin de terres rares aussi pour ça. Des aciers à haute performance et puis de l'électronique. Sur le plan environnemental, on va essayer de créer des unités métallurgiques à énergie positive et à terme neutres en carbone. Alors, nous, on utilise la chaleur fatale qu'on produit. On va produire 18 gigawattheures d'électricité alors qu'on n'en consomme que 10. Et on produit 10 gigawattheures de chaleur alors qu'on a une consommation de gaz de 10 gigawattheures. Cette chaleur que l'on vend permet d'économiser dans les applications de cette chaleur du gaz naturel qu'on brûlerait et qui représenterait 10 gigawattheures. Donc, au total, on a une neutralité énergétique et même on pourrait dire une neutralité carbone déjà. Alors, pas complètement une neutralité carbone. Avec cette chaleur, on va faire fonctionner du séchage de bois. Il y a un établissement pénitentiaire qui va s'installer à côté de l'usine qu'on va chauffer, et puis un projet de serre de 5 hectares qui permettra d'alimenter Charleville-Mézières et Sedan, et puis le voisinage, en produits frais en plein hiver, alors que sinon, il va falloir faire venir du sud de l'Espagne, du Maroc. Donc, c'est des éléments positifs sur le plan environnemental et qui sont intéressants parce qu'ils créent des emplois à l'extérieur de notre usine. Alors, quelles sont les étapes? Là, on est en train d'installer un four pilote à Quesnoy-sur-Deuil qui va être mis en route au premier semestre 2023. Ça nous sert pour, s'il y a une évolution des matières dans le futur, etc., pour pouvoir tester. Et donc, on a un petit four qui est en cours d'installation. Le capex du projet, c'est 40 millions d'euros. La montée en puissance, ça demande 10 millions d'euros de plus, donc il faut 50 millions d'euros. Alors, les moments clés. On a obtenu l'arrêté préfectoral, l'autorisation de l'arrêté préfectoral en juillet. En août, on a terminé l'ingénierie. En octobre, ce projet a été retenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi 5 autres par le gouvernement dans le cadre du plan France 2030, c'est la résilience des métaux stratégiques. Et là, on est en train de discuter avec les futurs actionnaires. Si tout se passe bien, enfin bon, pour ça, il faut que la guerre en Ukraine ne dégénère pas, il peut se passer plein de choses, comme toujours dans la vie. Si tout se passe bien, on devrait avoir un closing premier trimestre de l'année prochaine, closing financier. Dans 5 ans, ça nous courra encore à 80 personnes, sera à énergie positive, à bilan carbone neutre, et dégagera un profit avant impôt de 30 millions d'euros par an. Voilà à peu près l'histoire de notre industrie. Voilà. Vous pouvez nous contacter par mail, soit moi-même, soit Michel Trabuc, soit Maria, etc. Merci Christian pour cet exposé. Et puis, on croise les doigts pour que tout aille au bout. Alors, on a des premières questions sur le chat, une double question qui concerne le lithium. Alors, la première question était, quel est le bilan sur la partie lithium? Et dans la foulée, une autre question, peut-on récupérer efficacement le lithium des scories par hydrométallurgie? La réponse est oui. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que le lithium se concentre dans un laitier particulier
mais on est à des concentrations de entre 30 et 40% de lithium. Donc là, c'est relativement, oui, on récupère le lithium avec un excellent, on fera du carbonate de lithium et on sera à des taux de récupération de 95%, ce qu'on fait dans l'industrie habituellement. On se pose la question de savoir si on va récupérer le manganèse, si ça vaut la peine, mais on doit pouvoir réussir à le faire. On travaille également sur la récupération du graphite, parce que vous avez du graphite dans la black mass. Toute la partie, je n'ai pas étendu sur la partie de traitement mécanique, mais il est clair que quand on reçoit des cartes électroniques, c'est des grands des camions entiers qui arrivent, poussiéreux, mélangés avec d'autres choses quelquefois, etc. Donc on a un premier traitement déjà de déchiquetage. Ensuite, on fait de l'échantillonnage, on enlève les ferrailles par un overband, on enlève l'aluminium, il y a des fragments d'aluminium par des courants de Foucault. Enfin, bon, il y a toute une série de préparations avant de traiter ces matières et rendre transportables, tout simplement, parce que quand on a des gros morceaux, ça ne se transporte pas forcément bien. Donc ça, c'est la première étape. Dans cette étape-là, on extrait également une fraction qui contient le tantal, qui va ensuite être concentré à nouveau, etc. Et puis arriver au bout à une récupération du tantal. Il faut imaginer que le tantal, c'est des petits condensateurs qui font la taille d'un demi-grain de riz, des gouttes de tantal. Donc vous avez un camion qui arrive et dedans vous avez des petits grains de riz qui sont répartis un peu partout, bien scotchés, bien soudés à leur support. Et au bout du compte, on veut récupérer ce tantal qu'il y a dedans. Donc ça, c'est un challenge. On a beaucoup travaillé là-dessus. Ça fait plusieurs années, je crois. Ça doit faire 7 ans qu'on travaille sur l'extraction du tantal. Et aujourd'hui, on a enfin une très belle voie pour le faire, qui est une voie alcaline d'ailleurs. Enfin, j'ai dépassé un peu le cadre de la question. Le cadre de la question. Alors, une autre question, donc, une question qui relève de l'ACV. Vous utilisez de la soude dont la fabrication génère beaucoup de CO2. Est-ce que cela rentre en jeu dans votre bilan carbone? Alors, premièrement, la soude ne consomme pas beaucoup de CO2 parce que c'est obtenu par électrolyse. Donc, ça consomme de l'électricité. Ce qui consomme du CO2, c'est la fabrication du carbonate de sodium ou du bicarbonate de sodium qui se font malheureusement alors en extrayant le CO2, le carbone qui est dans le calcaire. Donc, le carbonate et le bicarbonate sont sont pas des consommateurs, on va dire, sont des producteurs de CO2 en ce sens que dans l'utilisation ultérieure du carbonate, une grande partie des utilisations font que le CO2 est relâché. Donc, notre façon de faire, la soude, par contre, c'est de l'électricité. Donc, comme on est dans une électricité globalement plutôt décarbonée en France, la production de soude en France ne produit pas de CO2. Par contre, une fois qu'on utilise cette soude pour fabriquer des carbonates et des bicarbonates, on a l'avantage de ne pas avoir extrait le CO2 du calcaire. Et donc, au total, on a un bilan entre les deux voies qui est une économie d'émissions de CO2. Ça, c'est quelque chose d'assez important et c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs la soude. Alors, une question très très longue de Damien. Combien y a-t-il d'installations d'électro-raffinage du cuivre en France? En fonction de ça, pouvez-vous collaborer avec une installation existante ou bien allez-vous en installer une autre parce que cela fait beaucoup d'investissements? De même, pour la séparation nickel-cobalt, quels sont vos liens possibles avec Eramet? Alors, je connais très bien Eramet parce que j'ai travaillé à Eramet il y a de cela plus de 30 ans. Donc, je connais bien leur centre de recherche, je connais bien les marges. Pas mal de connaissances et de sympathie pour ce groupe. On commence déjà par le raffinage, l'électro-raffinage du cuivre. Il n'y en a pas. Il y a des toutes petites choses, mais il n'y a pas en France d'électro-raffinage. C'est un manque qu'on a dans l'industrie française. Donc, si vous voulez, si vous prenez les gens qui font des câbles, Nexans, par exemple, ils sont obligés d'acheter du cuivre. Pour faire des câbles, il faut du cuivre très pur. Donc, ils sont obligés d'acheter du cuivre pur qui vont sourcer. Alors, ça peut être
en Belgique, ça peut être en Allemagne, ça peut être chez Bolivet en Suède, etc., ou c'est acheté, importé, mais on manque de cuivre. Or, le cuivre va être quelque chose d'important pour la transition énergétique. Aujourd'hui, notamment pour la fabrication des voitures, aujourd'hui, nos scraps de cuivre sont régulièrement, comment dirais-je, aspirés par phase par les Chinois, qui sont prêts à payer de très bon prix pour les récupérer. Et on les perd. Et ça, c'est quelque chose d'embêtant. Si on utilise le cuivre pour faire une extraction du cobalt ou du nickel, on peut acheter le cuivre dans des conditions tout à fait compétitives. Donc, l'utilisation de l'électrolyse cuivre dans le contexte économique actuel est quelque chose de tout à fait important. Et on manque de capacité. Et nous allons faire, effectivement, nous avons une électrolyse cuivre qui est prévue. Alors, ce n'est pas non plus des ateliers gigantesques. Si vous comparez avec les électrolyses de gens qui traitent 2 millions de tonnes de concentré, vous avez un hall de gare pour traiter ça. Nous, ça va tenir sur 1000 mètres carrés. C'est beaucoup plus modeste. Alors, une autre question. Bonjour Vincent. Une question de Vincent Georgeot, donc de Veolia Environnement, Recherche, Innovation. J'ai lu que vous recyclerez l'étain et le plomb. Dans quelle partie de votre filière SVP? Alors, quand on fait le convertissage du cuivre, on fait remonter à la surface l'étain, le plomb. On va récupérer également, c'est là qu'on récupère le lithium, c'est là qu'on récupérera, si on a des traces, l'indium, etc. Donc, on va avoir un concentré de métaux, et c'est à ce niveau-là qu'on va récupérer l'étain et le plomb. Par hydrométallurgie derrière. Donc, c'est tout un. Bon, je ne suis pas rentré dans le détail de cet atelier, mais c'est là qu'on va le récupérer. Moi, j'ai une question justement sur le coût de l'énergie. Donc, il y a la partie pyrolyse, fusion. Comment est-ce qu'on appréhende justement le nouveau coût de l'énergie? Parce qu'au moment où le projet, on a fait toute l'ingénierie, on a chiffré. Alors, sur le CAPEX, ça ne change rien, mais sur l'OPEX, Alors, la chose est la suivante, c'est que on va fabriquer, on va créer de l'énergie, on va vendre même de l'électricité. On travaille sur cette partie énergie, on travaille avec un groupe énergéticien, Engie en l'occurrence, alors ils vont porter les investissements, vendre le courant électrique. Or, ils ont 18 gigawattheures alors qu'on en consomme 10. On va avoir un prix du kilowattheure, du mégawattheure, qui est garanti sur 10 ans et qui, en termes d'OPEX, nous convient bien. Donc, c'est un petit peu plus cher, évidemment, que ce qu'on aurait pu avoir il y a 5 ou 10 ans, mais on est limité en termes d'augmentation. On est plus vulnérable au prix du gaz naturel, sachant qu'on a deux voies. Le gaz naturel, on l'utilise, nous, pour les brûleurs. Et là, on a une première voie qui consiste à dire on va utiliser de l'électricité, on va passer en torche plasma et remplacer les brûleurs par des torches plasma. Si le gaz naturel se maintenait durablement au-dessus de 100 € le mégawattheure, il faudrait envisager ce genre de solution. S'il est en dessous, ça ne vaut pas la peine. On a également un travail, je mentionnais rapidement tout à l'heure le plastique sur hydrogène, qui permettrait de façon tout à fait rentable d'avoir des torches à hydrogène, de remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène. Et là, on est aux prémices de la recherche. Donc, ça démarre à peine. Par contre, ça, c'est quelque chose qui a du sens en termes de protection par rapport aux fluctuations du prix de l'énergie. Donc, on se préoccupe de ça, évidemment. Et on a déjà construit un premier bouclier avec le fait de fabriquer notre propre énergie. Merci. Alors, il est 16h29, donc on a encore une petite demi-heure. Donc, c'est le moment ou jamais de poser encore des questions à nos trois intervenants.
Est-ce que tous les intervenants sont encore connectés? Cécile, oui. Isabelle? Oui, oui. Voilà. Voilà, donc c'est le moment, n'hésitez pas. Donc, encore 30 minutes pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête à nos intervenants. Donc, si possible, par le chat, mais si vous n'êtes pas nombreux, hein, on peut vous donner la parole. J'ai l'impression que les présentations ont été tellement limpides. Ici. Alors, la black mass de batterie NMC, lithium-cobalt ou LFP contiennent des organiques, entre parenthèses, si non pyrolysés. Alors, plus de fluor et de phosphore, quid de la réaction dans le four? Alors, bon, la préparation de la black mass, quand on va traiter les batteries elles-mêmes, la première chose, c'est de les broyer, évidemment, et on les broie sous azote, parce que sinon, ça on aura des barres de feu, évidemment. En deuxième étape, toujours sous azote, ça consiste à chauffer cette matière alors à une température qui est entre 120 et 200 degrés. Et là, on a encore à 120 degrés, on évapore une bonne partie des solvants et on évapore l'électrolyte qui est LiPF6. Donc, on va se débarrasser de ces choses-là qu'on recondense derrière. Si on travaille un peu plus haut, on peut évaporer quasiment tous les solvants. Donc, ça fait partie, c'est un peu d'optimisation qu'on a à faire. Après, il y a un traitement mécanique à faire parce que dans cette black mass, on a encore des feuilles d'aluminium, des feuilles de plastique, on a un peu de fer, on a un peu de choses comme ça. Donc, il y a tout un travail de séparation mécanique à faire avant d'obtenir la black mass. Et sur la black mass ultime, le travail sur lequel on est aujourd'hui, c'est également de séparer, par des procédés originaux, de récupérer le graphite. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on avance bien et qui sont, voilà. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va rentrer dans le four ne contient que des traces de fluor ou de phosphore, que des traces d'autres choses. Mais ça, c'est plus gênant. Donc voilà à peu près la raison pour laquelle le traitement de la black mass se fait de cette façon-là. Y a-t-il d'autres questions? Je veux bien en poser une, mais, sans avoir à l'écrire. Non, je me posais la question parce qu'on me dit souvent que c'est un des inconvénients de la pyrométallurgie, c'est le coût d'investissement de ces gros fours-là. Est-ce que là, en fonction de ce qui va rentrer dans le four, est-ce que on va avoir des chimies un peu différentes? Il y a des fois, on a vu, il faut rajouter du carbone pour réduire. Est-ce qu'on peut utiliser le même four et voilà, enfin, est-ce que c'est suffisamment souple pour changer ce qu'on va mettre dedans? Oui. Alors, la réponse, sur la partie pyrolyse, c'est un four à étage avec des bras qui brassent la matière gentiment et puis ça descend. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. La deuxième partie de la fusion, on a choisi des fours rotatifs, donc avec des brûleurs, qui ont l'avantage d'être extrêmement flexibles. C'est-à-dire que on travaille en batch. Vous rentrez de la matière pyrolysée, vous faites la fusion. Ensuite, vous virez on a rajouté les fondants nécessaires, on vire la scorie, et puis on commence à rajouter la black mass, et puis on fait le convertissage, et tout ça peut se faire dans le même four. Et puis, on coule au fur et à mesure les différents produits que l'on fabrique. Alors ça, c'est très flexible, et c'est des investissements qui sont pas monstrueux. Donc, si vous voulez, ce qui est très cher, c'est quand on fait des très grosses fonderies. Quand vous faites une aciérie, c'est sûr qu'on parle en milliards d'euros. Mais je voulais quand même continuer un tout petit peu là-dessus. Quand vous comparez avec l'industrie du cuivre, eux cherchent à tout prix à tout faire dans le même four. À tout faire, non pas dans le même four, enfin, à tout faire en continu. Alors, quelquefois, c'est du semi-continu,
mais ils aiment bien le continu parce qu'ils pensent que c'est plus efficace. Moi, je pense que la flexibilité l'emporte dans notre cas sur la performance qu'obtiendrait au fourneau, par exemple, ou des choses comme ça. On n'est pas dans la même logique industrielle. Pour donner un exemple, il y a des projets qui existent, qui utilisent des technologies de fonderie de cuivre sur des quantités plus faibles. Ils sont, en termes de CAPEX, autour de 5 000 € par tonne an de capacité. Nous, on a 2 000. Donc ça fait une différence quand même tout à fait significative, ce qui fait que notre projet est rentable. Et la plupart des projets émergents que je vois à travers le monde ne le sont pas. Ils ont des difficultés considérables pour simplement avancer. Donc, en termes de CAPEX, non, on est plutôt… Le fait d'avoir scindé les difficultés fait qu'on est dans quelque chose de tout à fait confortable en termes de CAPEX et de CAPEX. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver. Comment gérez-vous la variabilité des entrants? Alors, c'est une très bonne question. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi, au fond, cette série de technologies? C'est parce qu'elles sont extrêmement robustes. Il y avait possibilité d'avoir plusieurs agencements de briques technologiques. Là, si vous avez plus de plastique, par exemple, vous allez réduire un peu le débit dans votre four de pyrolyse et ça va s'adapter tout seul. Et là, on est sur des systèmes qui sont évidemment contrôlés par une sorte de capteurs dans tous les sens, etc. Donc, si vous avez davantage de cuivre, bon, c'est pas gênant. Si vous n'avez pas assez de cuivre, vous en rajoutez un petit peu, etc. Donc, on a la capacité pour chacune des installations de s'adapter pour pouvoir faire… le procédé est très flexible et très adaptatif. Après, on va avoir des questions qui vont se poser, qui vont être, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des lampes LED, par exemple. Nouveau produit est en train de devenir dominant dans l'éclairage, qui contient des métaux. Est-ce que ces métaux peuvent être traités chez nous? Pardon. Et donc là, on peut répondre à ces questions-là à condition d'avoir une recherche continue et un effort de recherche continue. Les matières vont évoluer dans le futur. Si on ne fait pas de la R&D constante, eh bien, on finira par être dépassé. Donc, on est toujours obligé de continuer à travailler sur de la R&D pour extraire de nouveaux métaux, pour faire des ateliers différents, etc., etc. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans nos programmes de R&D des choses très particulières. Je ne suis pas sûr que rare soit quelque chose qu'on récupère un jour, mais pourquoi pas? On a une installation, il y a un laboratoire, il y a de la place. Ça peut être des domaines dans lesquels on peut éventuellement avancer. Moi, j'ai une question pour Cécile. Oui. Alors, donc, vous avez l'occasion de travailler sur des poudres de cuivre, mais qui n'avaient qu'une seule granulométrie moyenne, donc de 600 microns. Et donc, vous avez un partenariat avec le BRGM pour étudier l'influence de la granulométrie, sauf que vous allez le faire sur des vrais broyats de cartes électroniques dans lesquels on va avoir différents métaux. Alors, comment vous allez gérer ça? Le paramètre taille et le paramètre variabilité de l'échantillon? Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, je pourrais quasiment donner la parole à Damien, qui, en fait, à l'ICSM, c'est eux qui ont plutôt travaillé avec les broyats du BRGM. Je pense que tu peux… Oui, c'est une très bonne question. Il y a une publication qui est en cours de finalisation, qui a pris un peu de retard. Mais effectivement, ouais, sur la gestion de la taille, en fait, on a montré qu'il n'y a finalement pas besoin pour le cuivre de trop broyer, parce que déjà, c'est compliqué de broyer finement du cuivre. Et ensuite, ça marche aussi bien sur les grosses particules que sur les petites particules à partir du moment où tu inities la lixiviation avec un petit peu d'ion de Cu2+.
Voilà, c'est un peu ce qu'on a fait. Après, Vous, sur vous n'étiez les… pas sur la même géométrie. Enfin, vous passiez pas la mousse à travers un tas de billes. Oui, alors après, effectivement, là, c'est compliqué. Nous, on était plutôt en termes de géométrie aussi sur des géométries type tonneau. Alors là, c'était concrètement dans un ballon sur un rotavape, mais l'idée, c'est rotating drum en anglais. Je ne sais même pas comment on dit en français. Peut-être Laurent, tu as une idée là-dessus. C'est une espèce de machine à laver, en fait. Et on aimerait bien faire ça sur la suite. Finalement, tu prends un cylindre perforé qui tourne comme ça, tu mets ta solution au fond, tu fais mousser, hop, ça baigne dans la mousse, pouf, tu arrêtes la mousse, tu vires le solide et tu récupères ton liquide. Donc ça, c'était un peu l'idée pour gérer les particules. Il y a plein d'idées. Après, on aimerait bien avancer. Alors, on pourra comparer nos résultats puisque nous, on travaille sur des cartes électroniques de téléphone portable et on a différentes granulos, donc inférieurs à 100 microns, entre 100, 250, 250, 500, 500, 1 mm. Et donc, pour l'instant, nous, on fait de l'oxydation chimique, couplage H2O2 en milieu sulfurique, et donc l'exciviation simultanée de l'étain et du cuivre. Et puis, de ce qui n'a pas été séparé avant par les courants de Foucault. Voilà. Alors, une question à nouveau pour Christian. Ça sent l'espionnage industriel, Vincent. Bon, Quel tonnage annuel de batteries autonomes, lithium-cobalt ou automobile NMC-NCA visez-vous? Et même question pour les tonnages de cartes électroniques et quel grade? Pauvre, moyenne, riche, etc. Alors, on débute avec des cartes électroniques et la capacité de l'usine, c'est 20 000 tonnes par an. Donc, c'est ce que l'on vise. Au départ, avec des cartes plutôt pauvres, et puis ensuite, on ira vers une partie de cartes riches, parce que c'est dans ces cartes riches que l'on a notamment du tantal, par exemple. Du tantal, du palladium aussi. Donc, on doit pouvoir d'ailleurs conclure certains accords intéressants avec des gens qui travaillent sur les cartes riches. Je pense par exemple à une usine Veolia en Allemagne qui travaille sur les cartes riches. La fraction fine de leur carte riche contient du tantal et ils le perdent. On peut faire très bien une offre pour acheter cette partie fine, par exemple. C'est des choses qui auraient du sens globalement pour augmenter la quantité de tantal que nous allons produire. Sur la partie, alors on commence donc avec du pauvre pour démarrer l'usine, la mettre au point, former les gens, etc., etc. Et puis graduellement on passe vers des moyennes, puis des riches. Sur la partie batterie, on a une limite qui existe quand même, qui est liée au fait que passer une certaine quantité de nickel et de cobalt dissous dans le cuivre, les températures montent. Donc si on veut travailler à des températures de fusion de l'alliage cuivre, cobalt, nickel dépasse les 1200 degrés. Pour nous, et donc ça nous fait quelque chose comme à peu près 3000 tonnes de batteries qui peuvent être traitées chaque année. C'est la limite à laquelle on est. Et ça ne se fera pas tout de suite. Ça se fera dans un deuxième temps également. Dans un deuxième temps, un des éléments que l'on regardera, c'est aussi la possibilité d'aller vers de doubler la capacité, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement à un coût, on va dire, marginal. Donc voilà des éléments sur lesquels, quelques éléments de réponse sur ça. Mais la capacité initiale, c'est 20 000 tonnes de cartes, puis progressivement, on fera du riche et on fera des batteries, LiCo, évidemment, parce que les 3E, c'est beaucoup de LiCo, et puis éventuellement peut-être un peu automobile. Et ça, c'est pas la. Mais il y a du NMC. Enfin, il ne faut pas oublier également qu'il y a les batteries de la petite mobilité qui sont plus abondantes, qui vont être effectivement. Bon, NMC, on ne traitera pas je pense, de lithium fer. Enfin, les LFP n'ont pas beaucoup d'intérêt pour nous. On pourrait, mais ce n'est pas intéressant. Merci Christian. Oui. Alors d'autres questions? Pour l'instant, il n'y a plus rien sur le chat. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir chaleureusement remercier donc, nos 3 conférenciers. Et puis, on va aussi chaleureusement
remercier le public. Donc, j'ai regardé le compteur de temps en temps. Alors, on en a perdu en cours de route, notamment les trolls. Mais on est monté jusqu'à 81 participants. Les amis dehors. Comment? C'est bien. Ah ouais, vraiment. Est-ce que tu as été videur de boîte de nuit quand tu étais jeune? Voilà, donc voilà, il nous reste à vous remercier. Et puis, Pourtant, ouais. alors, vu l'affluence encore pour ce webinaire, c'est sûr qu'on va le reproduire l'année prochaine. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a 2 autres rendez-vous. Donc, c'est simple, c'est le jeudi de 14h à 17h, les 2 derniers mois de l'année. Donc, rendez-vous jeudi prochain pour le prochain webinaire. Alors, je regarde, je ne l'ai plus en tête. Jeudi prochain, c'est le GT3, intégration dans l'environnement de l'hydrométallurgie, recyclage, économie circulaire. Et la semaine d'après, le jeudi 8, le GT, modélisation thermodynamique des procédés hydrométallurgiques. Voilà. Alors, on va demander à nos 3 intervenants de rester connectés puisqu'on va faire un petit débriefing. Et puis, on remercie l'auditoire et on vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Voilà, fin de journée même. Je vais juste rajouter une dernière petite chose, c'est qu'on mettra les 3 interventions sur une chaîne YouTube d'ici une petite semaine. Donc elles seront toutes les 3 accessibles après pour si vous en avez raté un morceau. Et j'essaierai de couper les jolis dessins qui ont été faits pendant la présentation de Cécile. Merci à tous. Les artistes sont censurés.